La carte des départements touchés par la sécheresse se remplit de rouge au fil des jours. Je le disais, 52 départements sont désormais touchés, même si Laurent Cabrol nous disait que ça pourrait s'améliorer dans les jours à venir. La liste des régions concernées est longue: Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Poitou-Charentes, Aquitaine, etc., etc. Bonjour Benoît Hartmann. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement qui regroupe 3000 associations de défense de la nature, c'est ça? C'est bien ça. D'abord, cette sécheresse qu'on connaît ces jours-ci, on nous dit que c'est une sécheresse de surface. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en fait, l'eau dont on dispose, c'est l'eau qui est tombée toute l'année et qui s'est stockée dans les nappes phréatiques. Il a beaucoup plu à l'automne, il a beaucoup plu à l'hiver, ce qui fait qu'on a des nappes phréatiques qui sont en relativement bonne santé. Ça dépend quand même des régions, mais on a des nappes phréatiques qui sont assez chargées, donc on n'est pas dans le même contexte, par exemple, que la grande sécheresse de 2003, où là, on avait en plus des nappes phréatiques qui étaient très très basses. En fait, c'est la surface, le 50 cm, 1 mètre qui est vraiment sec. En fait, c'est le sol, c'est-à-dire cet espace vivant qui fait pas plus de 50 cm. En dessous, c'est de la roche-mère ou quelque chose qui y ressemble. C'est le sol qui est sans eau. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui repose sur de l'eau pluviale, en ce moment, souffre. Alors pourquoi on ne va pas puiser l'eau en sous-sol? Alors on va puiser l'eau en sous-sol, on prend beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques, c'est l'eau qu'on boit nous, essentiellement. C'est aussi l'eau que prélèvent les agriculteurs. Ils prélèvent pas que dans les rivières, ils prélèvent aussi dans les nappes phréatiques. Et c'est là justement ce à quoi il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on n'a plus d'eau de surface, quand on n'a plus d'agriculture pluviale, la tentation est forte d'aller puiser, mais vous vous rendez bien compte que c'est le même réservoir pour tout le monde, donc il va falloir choisir pour quels usages on priorise. Plutôt pas les piscines et plutôt l'eau de boisson. Évidemment, et c'est pour ça qu'il y a donc des restrictions d'usage de l'eau qui touchent notamment les agriculteurs qui souffrent en ce moment. Mais ça veut dire, pour qu'on soit clair, qu'on n'est vraiment pas dans une situation aussi terrible que ce qu'on a pu connaître en 2003 par exemple. Non, on n'est pas dans une situation aussi terrible, mais en revanche, on est dans une situation chronique. On se rend bien compte que ces sécheresses, c'est tous les ans en France. Ça va être de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique parce qu'on a une méditerranisation du climat français en général. Donc des pluies plus abondantes, plus resserrées sur une période et des plus grandes périodes de sécheresse. Le problème, c'est que la France a perdu sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à ces sécheresses en faisant disparaître plus de 50% de ces zones humides. Et la zone humide, c'est un peu l'éponge. C'est ce qui nous permet, nous, de nous adapter aux sécheresses et aux inondations. Mais alors justement, ces épisodes de sécheresse qui reviennent régulièrement, vous le disiez, est-ce qu'ils sont uniquement dus au climat? En gros, on peut rien y faire. Ou est-ce que l'homme a une part de responsabilité là-dedans? On a malheureusement une grande part de responsabilité. En perdant ces zones humides qui nous servent justement d'éponge, donc qui absorbent quand il y a une crue et qui évitent des inondations et qui relarguent très progressivement dans le milieu pendant les sécheresses, en faisant disparaître ces zones humides, on a perdu la capacité du milieu à se reconstituer. Donc malheureusement, on a une part de responsabilité dans ces sécheresses. Après, la sécheresse du sol due à l'absence de pluie pendant une période donnée, malheureusement, elle est aussi due à l'homme parce que nous avons provoqué le réchauffement climatique que nous vivons et que donc ces épisodes caniculaires et de sécheresse sont amenés à se multiplier sur le territoire. Mais concrètement, ces zones humides dont vous parlez, à quoi elles ressemblent et par quoi on les a remplacées? Écoutez, récemment, on a entendu parler pas mal de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou de Sivins, par exemple, ou même de Roibon pour le Center Park. Qu'est-ce qu'on a fait? On a drainé ces zones humides pour en faire des réservoirs d'eau, par exemple. Et donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Le sol n'est pas humide. On les a drainés aussi pour artificialiser, pour construire. Et donc, en fait, on s'est dit, il n'y a rien. En fin de compte, il n'y a rien puisque c'est de la nature. Il n'y a rien. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y avait pas rien. Il y avait une infrastructure naturelle, gratuite, qui nous rend de grands services et dont on s'est débarrassé un peu hâtivement. Dans l'imaginaire collectif, la zone humide, c'est la palude. C'est là où il y avait du paludisme. C'était malsain. C'était des marais. Mais c'est aussi le marais Poitevin, par exemple, qui est une zone humide très connue. C'est le delta du Rhône, par exemple, qui est aussi une zone humide. Donc, ces zones humides, c'est aussi des zones potentiellement touristiques si elles sont valorisées. Mais c'est des réservoirs de biodiversité gigantesques. Vous imaginez bien que pour France Nature Environnement, ça compte, parce que c'est des endroits où on ne traite pas, il n'y a pas de pollution, ou très peu, puisqu'il n'y a pas d'activité humaine directe sur ces milieux-là. Donc, c'est à la fois bon pour le climat, c'est bon éventuellement pour l'économie touristique, c'est bon pour le milieu et c'est bon pour la préservation de la nature et de la biodiversité. Mais qu'est-ce qu'on a comme arme aujourd'hui pour lutter contre la sécheresse? Alors, pour lutter contre la sécheresse, il n'y a que l'adaptation, c'est-à-dire se dire je vais éviter que ces sécheresses soient si fréquentes, donc je vais lutter contre le réchauffement climatique, je vais arrêter d'aggraver le problème à la source. Ça, c'est très global comme solution. Et d'autre part, il y a des lois en France pour protéger les zones humides, et justement, les lieux comme Notre-Dame-des-Landes, Roibon ou Sivins sont des lieux où on a demandé au préfet
exception au respect de la loi. On demande une dérogation au respect de la loi sur l'eau, c'est-à-dire qu'on demande d'accepter de ne pas respecter la loi et de détruire des zones humides. Nous, on va lancer une grande campagne à France Nature Environnement qui va s'appeler Touche pas ma zone humide et qui va être très claire en disant si on veut que la France soit exemplaire pour la COP21 pour le climat, il faudra qu'elle renonce à détruire ces zones humides et qu'elle arrête de penser puisqu'il y a une zone humide, il n'y a rien, je peux faire quelque chose, comme un aéroport par exemple. Non, il n'y a pas rien, il y a quelque chose qui nous rend des services qu'on ne sait pas remplacer. Et c'est exactement ce que les juges sont en train de démontrer, c'est qu'on ne sait pas remplacer ce service-là. Quand on fait de la compensation ne fonctionne pas, ça ne nous rend pas les mêmes services. Mais alors, on va prendre l'exemple que vous évoquiez. Sivins, on se souvient de la polémique qui a lieu autour de ce barrage. Ce genre d'aménagement, ça ne peut pas aider tout simplement les agriculteurs à irriguer leurs champs ? Alors, à Sivins en particulier, on est tellement dans un monde de l'absurde, il y a déjà des réservoirs d'eau partout et ils ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'au lieu de les remplir et de les utiliser et de les mobiliser tous, on veut créer une nouvelle infrastructure. Bien sûr que de dire je vais créer un réservoir d'eau va m'aider à irriguer pour un moment, mais il faut penser aussi que le modèle d'une agriculture irriguée est peut-être pas le modèle le plus malin face à la raréfaction de la ressource et face au fait qu'il va falloir prioriser l'utilisation de cette ressource. Et plutôt, la priorité devrait aller, à notre avis, à l'homme, avoir de l'eau au robinet, c'est très important pour nous tous, et à la nature. C'est-à-dire que si on prive la nature de cette eau-là, c'est pas de l'eau qui est perdue parce qu'elle va dans la nature. On entend souvent la FNSEA dire on veut prendre 1% de l'eau qui tombe. Oui, mais ce 1% de l'eau qui tombe, c'est énormément d'eau et c'est de l'eau qui sert au milieu. Donc, c'est pas des solutions durables. Les solutions durables, c'est plutôt d'autres formes de l'agriculture qui existent, une agriculture dite pluviale et qui fonctionne avec l'eau qu'on lui donne. Mais c'est aussi une adaptation de l'agriculture. Ça veut dire changer les cultures ? Oui, parfois c'est changer les cultures, parfois c'est changer les espèces, mettre des espèces qui sont moins gourmandes en eau. On voit des espèces se développer en France qu'on ne voyait pas jusque-là. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui renoncent par exemple à faire du maïs irrigué parce qu'ils se rendent compte que même en dehors du fait que c'est pas durable, c'est pas rentable. C'est-à-dire que très rapidement vous dépensez trop à irriguer, trop en intrants, et donc vous avez tout intérêt à avoir une agriculture qui se méditerranise comme le climat. Donc avoir une agriculture qui est adaptée à des périodes de sécheresse longues et des grandes inondations. Donc une agriculture saisonnière. Merci Benoît Hartmann. Merci, je rappelle que vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement et vous étiez en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous.